Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Dans les titres de ce vendredi 1er mars, le ministre de la Ville est en déplacement en Languedoc-Roussillon. François Lamy était à Nîmes et à Alès aujourd'hui pour faire le point sur la rénovation urbaine. À Montpellier, la guerre pour la mairie est déclarée après l'officialisation de la candidature de Jean-Pierre Moore en début de semaine. Le socialiste Philippe Sorel, lui aussi sur les rangs, réagit très fortement. Les cadres sont de retour au MHR, ils tombent à point nommé alors que les rugbyman montpelliérains se déplacent à Castres samedi pour le compte du top 14. Et puis on terminera ce journal en musique avec le Labo Artistique, une initiative de la Maison pour tous Léo Lagrange à Montpellier qui accompagne les artistes pendant plusieurs mois. François Lamy est dans la région aujourd'hui et demain. Une visite du ministre délégué chargé de la ville sur le thème de la rénovation urbaine. Il a notamment fait étape quartier Pissevin à Nîmes, une partie de la zone urbaine prioritaire du nord de Nîmes qui pourrait être concernée au premier chef par le programme de rénovation urbaine que le gouvernement souhaite relancer. Reportage Alain Belon. 12 000 habitants résident sur les 110 hectares du quartier Pissevin à Nîmes. Avec ses constructions réalisées dans les années 60, c'est aujourd'hui un parc locatif dégradé. Tout cet ensemble de bâtiments ne correspond plus à l'environnement. Le ministre de la Ville est venu constater, mais aussi étudier avec les élus, son devenir concernant le plan ville et la rénovation urbaine. Dès cette année, on puisse commencer à travailler un contrat de ville global, où l'ensemble des administrations publiques puissent s'engager, où l'ensemble des collectivités puissent en faire plus dans les quartiers dans lesquels on en a fait moins ces dernières années. Alors le ministre aujourd'hui est là, il a écouté ce que nous lui avons dit. J'espère qu'il va rentrer à Paris en prenant des décisions. Maintenant, aujourd'hui, aucune annonce a été réellement faite, mais il semblerait qu'il y ait une volonté, effectivement, de faire bouger les choses. Mais tout ceci fait partie de la politique de la ville, régie par deux enveloppes. L'une est la rénovation urbaine et la seconde, le crédit de cohésion sociale. Où en 2013, elle est restée stable, mais pour 2014, cela devrait changer. Logiquement, l'année prochaine, nous devrions augmenter de manière significative les crédits de cohésion sociale du Gard. En ce qui concerne la rénovation urbaine, ce sont des sommes beaucoup plus lourdes. Bon, je ne peux pas vous donner de chiffres encore, mais ce qu'on sait, c'est qu'on aura entre 150 et 200 quartiers qui seront dans la liste retenue avec l'Agence nationale de rénovation urbaine, et que j'ai bon espoir que les quartiers de Nîmes, entre autres de Pissevin et de Val-de-Gour, voire même peut-être d'autres, soient retenus. Pour les résidents, la priorité est le désenclavement du quartier. Ce matin, j'ai concerté quelques habitants et ils sont tous d'accord sur des commerces de proximité, de développement de transport et que les quartiers ne soient plus isolés à partir de 20h. La carte des quartiers prioritaires sera close en juin. Pour la liste des sites pouvant profiter de la rénovation urbaine, elle sera diffusée en octobre. François Lamy qui sera demain à Montpellier pour une visite du Petit Bar. Une semaine pour apprendre à bien vivre ensemble. C'est une initiative de la préfecture du Gard en réaction aux agressions racistes qui ont marqué le département ces derniers mois. 75 associations se mobilisent pour animer cette semaine de la fraternité et lutter contre les discriminations. Au programme des conférences, rencontres, ateliers et expositions, le tout coordonné par la Commission pour la promotion de l'égalité des chances et de la citoyenneté, la COPEC. Qu'en faisant une semaine consacrée à la fraternité, on ferait mieux apparaître ce dévouement quotidien de nombreux hommes et femmes du Gard qui interviennent tous les jours. Et puis, c'est aussi un appel à ceux qui souhaiteraient nous rejoindre dans ce cadre-là. La discrimination ne concerne pas uniquement des personnes qui sont différentes en termes de couleur de peau ou en termes de différentes religions. Voilà, la personne en situation de handicap a son mot à dire pendant cette semaine et appeler à la population à davantage de fraternité, à changer son regard vis-à-vis d'elle et puis vis-à-vis de la différence tout simplement. La semaine de la fraternité et du bien vivre ensemble qui se déroulera donc du 21 au 28 mars prochain dans le Gard. La fraternité qui n'est plus de mise à Montpellier en revanche entre les candidats à l'investiture socialiste aux élections municipales. Ce matin, c'était au tour de Philippe Sorel de convier son entourage et la presse dans un café des Beaux-Arts. Comme Hélène Mondroux, l'adjoint au maire de Montpellier est sur les rangs pour la course à la mairie. Il a réagi aux dernières candidatures déclarées au PS et en particulier celle du président de l'agglo, Jean-Pierre Moore. Reportage Olivier Roiran.
Ici, nous sommes dans le quartier des Résistants. Place des Beaux-Arts, le lieu était choisi, la riposte attendue. Le 3e prétendant socialiste à la mairie de Montpellier a voulu conclure une semaine politique chargée pour le PS local. Philippe Sorel, candidat depuis 3 ans, contre-attaque seul face à la presse. Il cible le dernier candidat déclaré pour la bataille de Montpellier, le président de l'agglo et maire de Cournon-Sec. Quand je dis que Jean-Pierre Moore a une candidature qui apporte la division et qui risque de faire perdre à la gauche Montpellier, c'est pas lui en tant que tel, c'est lui en tant que président de l'agglomération, parce que je considère que c'est un mauvais gestionnaire. Et vous verrez, pour la commune de Cournon-Sec, l'endettement des habitants, un des plus importants du département de l'Hérault, 2200 € par personne, alors que l'étiage normal des communes de 2000 habitants, c'est 700 €. Il n'est pas la bonne personne pour gouverner la métropole. Jean-Pierre Moore en ligne de mire, le message n'est pas nouveau pour Philippe Sorel qui affronte régulièrement en séance le patron de l'agglo. Mais aujourd'hui, un palier a été franchi. Le candidat Sorel rappelle son opposition à la marque Montpellier Unlimited. Il sort l'artillerie lourde. Je suis resté debout à l'agglomération parce que je n'ai pas voulu cautionner certains agissements. Est-ce qu'on a demandé à Vincent Badi, à Jules Moch, à Paul Boulet, lorsqu'ils ont refusé de donner les pleins pouvoirs à Pétain, est-ce qu'on leur a demandé s'ils étaient seuls avec leur liberté de conscience? Mais l'histoire les a retenus, parce qu'ils ont eu le courage politique de dire non. Rassembler les socialistes pour les prochaines municipales à Montpellier, la mission s'avère périlleuse. Philippe Sorel ferme la porte à Jean-Pierre Moore, mais la laisse entrouverte pour Hélène Mandroux. Le maire sortant a été volontairement épargné ce matin par son adjoint à la culture. À Nîmes, l'hôpital Carrémont fête ses 10 ans cette année, l'occasion pour l'établissement de faire un bilan et de se projeter sur la prochaine décennie, avec notamment l'agrandissement de l'établissement et du centre de gérontologie Serre-Cavalier. Au total, les investissements devraient atteindre les 140 millions d'euros. Écoutez. Le CHU, ça sera probablement encore plus de capacité de soins, mais avec des séjours plus courts, le développement de la chirurgie ambulatoire, le développement de la médecine interventionnelle en radiologie et surtout le développement des réseaux de soins entre le CHU et les établissements hospitaliers du Gard et du pourtour du Gard, notamment à Arles ou à Avignon. Et donc faire en sorte qu'on puisse avoir une prise en charge partagée à l'intérieur de réseaux hospitaliers et notamment également avec la médecine de ville. Température en baisse et prix de l'énergie en hausse, une conjonction qui grève le budget des ménages en ce moment. En Languedoc-Roussillon, l'agence locale de l'environnement compte une dizaine d'antennes. Cette association dispense gratuitement ses conseils pour faire baisser la facture énergétique. Le détail avec Vincent Pereira pour midilibre.fr. Une des premières choses à faire est de se renseigner sur le mode de fonctionnement de son chauffage et d'étudier la programmation de son thermostat. Il y a un potentiel d'économie d'énergie facilement de 10, 20, 30% parfois, simplement sur le réglage en fait de la programmation. Plutôt que de chauffer en caricaturant un petit peu à 20 degrés tout le temps, si vous baissez à 16 degrés quand vous n'êtes pas là et vous remontez le soir à 20 degrés, ensuite vous allez vous coucher, vous pouvez dormir à 17 et pas forcément à 25, et ensuite le matin vous remontez à 19 ou 20 quand vous vous levez et vous rebaissez si vous partez travailler par exemple. Donc tout ça vraiment facilement, on peut avoir un gros potentiel très facilement sans investir du tout. Souvent, on sait que les logements ne sont pas très étanches. Outre la ventilation qui renouvelle l'air nécessaire dans la maison, les petites ou grandes fuites sont par des gestes simples, faciles à éliminer. On peut acheter très facilement en grande surface de bricolage des joints d'étanchéité qui vont permettre en fait d'améliorer les choses. Alors là encore, je prends l'exemple le moins favorable entre guillemets, un locataire qui aurait une fenêtre pas très étanche, il peut tout à fait améliorer les choses en mettant en plaçant des joints d'étanchéité sous une porte qui donne vers l'extérieur par exemple. Voilà, ça aussi très facilement, c'est quelques dizaines d'euros d'investis et on gagne en confort et on gagne bien sûr en consommation d'énergie. Enfin, nous pouvons avoir dans notre habitat un comportement énergétique raisonnable. La sobriété, ça veut dire on va peut-être pas chauffer à 25 degrés un logement, on va peut-être pas se promener en slip entre guillemets le soir alors qu'on est en plein hiver, donc on va rester habillé, on met éventuellement un surpull, un plaid si on regarde la télévision ou si on lit, voilà, pour gagner en confort sans forcément forcer sur la température. Après il y a tous les gestes qu'on va développer classiquement, mais voilà, c'est fermer les volets le soir, a fortiori s'il y a du vent, si on est en étage dans un logement.
un logement collectif en immeuble. On a aussi l'option sur des rideaux. Les rideaux, c'est une solution très facile en fait de gain de confort en fait par rapport à ce qu'on appelle des parois froides dans le métier entre guillemets, mais c'est des zones froides type fenêtre par exemple. A fortiori si elles sont mal isolées, vous allez tirer un rideau, idéalement un double rideau même qui va créer une petite lame d'air. Et donc là vraiment vous aurez une protection thermique devant votre rideau sans forcément changer la fenêtre. Si nous suivons ces conseils, nous pouvons alléger notre facture de consommation d'énergie de 15 à 35%. Bien plus parfois dans des cas désespérés. C'est un MHR pratiquement au complet qui s'apprête à affronter le Castres Olympique samedi au stade Pierre-Antoine. Même si l'infirmerie Montpellier-Rennes est encore bien remplie, les cadres sont de retour. Les hommes de Fabien Galtier pourront donc à nouveau s'appuyer sur Gorgodze, Biti ou encore Trinduc. Les détails, Léa Smirnov et Paulin Barascude. À Yves du Manoir, le retour des internationaux, même temporaire, va faire du bien et surtout avec l'accumulation des blessures qui touchent le club. Trinduc et Gorgodze en forme et Ouedraogo tout juste remis d'une blessure à l'épaule devrait apporter la sérénité qui a manqué au club sur ces derniers matchs. Donc voilà, ça fait du bien de retrouver un peu tout le monde, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, donc en tout cas ce premier entraînement il s'est passé sur des bonnes bases et on a pu bien travailler tous ensemble. Après la cuisante défaite face à Toulon et la victoire en demi-teinte contre Bordeaux-Bègles, les Montpelliérains doivent se racheter face à une équipe coriace à domicile. Les Castrés n'ont été vaincus qu'une seule fois depuis le début de la saison et comptent un point de plus au classement. Nous, on prépare tous les matchs pour les gagner. Après, les joueurs, des fois, ils ont des ressentis différents. Voilà, des fois, ils sont habités par quelque chose, des fois, ils sont moins. Mais nous, on les prépare pour gagner. Moi, je ne vais pas à Castres prendre le point de bonus. Un match à grands enjeux, surtout qu'une victoire permettrait au MHR de prendre une sérieuse option pour les barrages des phases finales. On a appris en fin d'après-midi le forfait de Fulgence Ouedraogo. Le troisième ligne souffre toujours d'une blessure contractée avec le 15 de France face au Pays de Galles. En football, le Nîmes Olympique prépare son déplacement à Guingamp pour le compte de la 27e journée de Ligue 2. Les Crocos qui se sont assurés le maintien la semaine dernière en remportant le derby face à Istres. Nîmes et Guingamp sont actuellement au coude à coude. Le club qui l'emportera demain au Roudourou accédera au haut du classement. C'est très important le match de samedi parce que bon, c'est surtout, je dirais, plus mental qu'au niveau comptable. Parce qu'au niveau comptable, même si tu perds, t'es pas encore éliminé, il se passera rien de grave. Par contre, sur le plan mental, de perdre contre une équipe qui est devant toi à 2 points, c'est vrai que ça fera plus de dégâts. Mais bon, je pense que nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de bien se préparer ce match et naturellement de ramener quelque chose. La rencontre Guingamp-Nîmes Olympique, c'est demain, coup d'envoi 14h. Pour terminer ce journal, je vous propose de partager une expérience musicale menée par le Labo Artistique à Montpellier. Mise à disposition de studios et de stades de répétition, formation administrative ou encore coaching musical. Pendant plusieurs mois, 3 groupes sont pris en charge pour se professionnaliser. Aujourd'hui, diagnostic scénique au théâtre Jean Villard. Reportage Léa Smirnov et Mouadel Yakabi. من قلبي والله بريدة بتنسى موعدة كانت ايدك في ايدي وخلت روحي في ايدك من قلبي والله بريدة بتنسى موعدة كانت ايدك في ايدي وخلت روحي في ايدك. Leila Baila est née place Candolle en 2010. Le jeune groupe montpelliérain a été choisi en novembre pour faire partie du projet Labo Artistique. Pour la 3e année consécutive, l'initiative de la Maison pour tous Léo Lagrange permet à des artistes amateurs de se professionnaliser en mettant à leur disposition tous les moyens nécessaires à leur progression. Ça a propulsé nos répétitions. Le projet existait déjà et en fait, du coup, ça nous permet de répéter, de construire un vrai projet, un vrai set de scène. Une fois les morceaux maîtrisés, c'est l'heure du grand saut. Les 3 groupes lauréats se produisent au théâtre Jean Villard sous l'œil critique des jurys. Posture sur scène, interaction avec le public, tous ces éléments sont décortiqués. Mais la vie d'un groupe ne se résume pas à la scène, il faut aussi connaître les rouages administratifs. La prochaine étape, après le diagnostic, c'est ce qu'on appelle le module communication, création d'une association, tout ce qui est un peu administratif pour les groupes. Donc il y a 3 jours de formation avec le garage électrique où les groupes sont invités et peuvent se former sur comment créer une association. C'est très important pour qu'un groupe puisse après se démarcher et avoir des concerts. À la fin du tutorat, un pack avec DVD et photos sera remis aux musiciens pour faciliter leur démarche auprès des salles de concert.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi, 12h30 pour votre édition de la mi-journée. Et à 19h30, retrouvez le journal complet de la rédaction. Passez une très belle soirée et un excellent week-end sur TV Sud.